Il y a 1000 ans, les Chinois font une découverte qui va transformer le monde. La poudre. Elle servira longtemps à tout détruire et tout anéantir. Mais les explosifs ont plus d'un tour dans leur sac. Ils peuvent aussi sauver des vies, nous emmener dans les étoiles, nous faire vibrer au cinéma et du passé faire table rase. Grâce à eux, les scientifiques nous injectent des vaccins ou élaborent des nanoparticules et des substances potentiellement révolutionnaires. Chaque jour, plusieurs millions de tonnes de roches sont extraites à l'aide d'explosifs. Sans cette invention, notre monde n'aurait décidément pas le même visage. Duisbourg, dans la Ruhr, en Allemagne. Le quartier défavorisé de Hochheide est connu pour ses grands ensembles. Le Géant Blanc, un immeuble construit dans les années 1970 et aujourd'hui insalubre, est promis à la démolition. Pour Martin Hopf, considéré comme l'un des artificiers les plus chevronnés d'Allemagne, ce sera le dernier chantier. Il va en effet transmettre les rênes de son entreprise à Ulrike Mattes. Elle est déjà impliquée dans l'organisation de la démolition. Et les deux experts montent voir d'un peu plus près l'avancée des préparatifs. Ulrike a le vertige. Pour elle, la montée en ascenseur de chantier n'est pas une partie de plaisir. Martin, lui, l'apprécie plutôt. On voit qu'on a déjà dépassé la cime des arbres. Je peux vous assurer que du 20e étage, le panorama est exceptionnel. Une vue de rêve sur toute la zone industrielle. Heureusement pour Ulrike Mattes, le calvaire est de courte durée. Les ouvriers ont déjà abattu certains murs, conformément au plan des ingénieurs. Le but est d'affaiblir l'immeuble pour faciliter son effondrement. Il y a un endroit où on n'en avait que 29. Il reste encore quelques trous à percer. On va voir ça. Oui, tout est noté de toute façon. Les 6e et 7e étages seront les premiers sacrifiés. C'est le même principe que pour abattre un arbre. Le bûcheron commence par enfoncer un coin et faire une entaille dans le tronc. On fait exactement pareil. Je fais sauter un coin pour que l'immeuble puisse venir s'effondrer. Des coins, il y en aura même 2. L'un au sous-sol, l'autre au 6e étage. Ils permettront au géant blanc de se plier sur lui-même au moment de l'explosion. Le tout ne durera qu'une quinzaine de secondes. On nous demande souvent si on n'a pas un petit problème à toujours tout casser comme ça. Mais on n'est pas comme les enfants qui détruisent le château de sable du voisin. Nous, on fait de la place pour permettre de construire quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. C'est ce qui nous donne du cœur à l'ouvrage. Pour Ulrike Mattes, ce chantier a quelque chose d'un baptême du feu. Toute la profession a les yeux rivés sur Duisbourg. À 600 km de là, à Schrobenhausen, en Bavière, se trouve un terrain d'expérimentation ultra protégé, caché au cœur de la forêt. Il sert au développement et aux essais d'explosifs pour des applications civiles comme militaires. Dans ce bunker, un expert procède à l'allumage d'une charge creuse, un type de munition capable de percer un blindage en acier. 3, 2, 1. Cette méthode est celle qu'utilisent les artificiers du monde entier pour venir à bout du métal. L'énergie de l'explosion crée une énorme pression qui liquéfie la feuille de cuivre dont est revêtu le cylindre et projette les particules au cœur de l'acier. Cette charge vient de percer 17 plaques de blindage. L'acier se comporte alors comme un liquide, qui est repoussé par l'explosion et la vitesse très élevée des particules projetées. La charge explosive transforme le revêtement de cuivre en une sorte de jet liquide tranchant. C'est à ce jour la seule façon de foudroyer un bâtiment ou une structure en acier.
Dans leur laboratoire, les ingénieurs mettent au point des explosifs pour les applications les plus diverses. Par exemple, le mélange contenu dans ces petits blocs gris contient de la poudre d'aluminium qui crée une pression supplémentaire très utile pour la démolition de bâtiments. Berthold Heigl travaille depuis 15 ans dans cette entreprise du secteur de la défense. Ce qui est sympa avec les explosifs, c'est que ça fait un maximum de bruit, ça fume et ça pue. Ça rappelle forcément les pétards avec lesquels on jouait quand on était môme, pour le 31 décembre ou le carnaval. Les explosifs que nous avons sous les yeux n'ont bien sûr rien à voir, mais la fascination est plus ou moins la même. On recherche toujours un certain effet qui se produit en un rien de temps. Les explosifs ont bien changé depuis leur invention, il y a environ 1000 ans. En mélangeant du salpêtre, du soufre et du charbon, les savants chinois obtiennent une poudre noire qui leur sert tout d'abord à confectionner des feux d'artifice, puis des armes à feu. Cette poudre n'explose que si elle a été comprimée. Elle déploie une énergie considérable et se consume à une vitesse de 300 à 600 mètres par seconde. Au XIXe siècle, le chimiste italien Asciano Sobrero découvre la nitroglycérine. Une substance diabolique qui renferme en elle tous les ingrédients de la réaction explosive. 4 fois plus puissante que la poudre noire, elle présente l'inconvénient d'être extrêmement instable et sensible au choc. Les accidents se succèdent. Sobrero est même si grièvement blessé lors d'une expérience qu'il met fin à ses travaux. Ceux-ci sont repris par le Suédois Alfred Nobel, qui cherche à utiliser cet explosif dans l'industrie minière. Mais il va le payer au prix fort. En 1864, un accident dans l'usine paternelle fait 5 morts, dont son frère Émile. Si l'on en croit la légende, le hasard aurait ensuite bien fait les choses. Lors d'un transport de nitroglycérine, le liquide aurait coulé dans une épaisse couche de sédiments, formant ainsi une masse visqueuse, beaucoup moins dangereuse à manier. La dynamite était née. Dans nos systèmes, pas de mèche. Vous ne verrez personne allumer la charge avec un briquet. Cela ne fonctionnerait pas d'ailleurs, car l'énergie cinétique de la flamme serait bien trop faible. Nos explosifs nécessitent une mise à feu spéciale. Et c'est d'ailleurs ce qui rend la chose beaucoup plus sûre. Cette mise à feu n'est pas déclenchée par l'énergie thermique, mais par la pression. Dans un explosif moderne, la réaction chimique est amorcée par un détonateur, qui prend la forme d'un petit tube contenant plusieurs étages de charge. La mise à feu se fait par un filament incandescent. La combustion se propage aux différents étages, chacun contenant une charge plus forte que le précédent, jusqu'à atteindre l'explosif proprement dit qui détonne. Au siège de la société TSG, Ulrike Mattes et Martin Hopfe, de retour de Duisbourg, se remettent au travail pour préparer la démolition. L'un de leurs employés est occupé à sectionner des tronçons de cordeaux détonnants. Ce tube flexible en plastique de couleur rouge contient un puissant explosif. Il en faudra plusieurs centaines pour venir à bout du géant blanc. Chaque charge est inscrite dans un plan de chargement avec son code et son emplacement précis. Ok, c'est bon comme ça. Pendant ce temps, Martin Hopfe passe en revue le plan des opérations. Il attend encore le verdict de l'ingénieur de structure. Il vient de nous confirmer la stabilité de l'ensemble. Parfait. Ce projet est un immense défi. Nous devons prendre en compte un très grand nombre de paramètres en même temps, à commencer par les contraintes d'espace, car notre périmètre d'intervention est très limité. À droite de l'immeuble se trouve un parking souterrain dont l'intégrité doit être préservée. Devant passe une rue. Les ingénieurs ont opté pour une solution audacieuse. D'abord effectuer le foudroyage des 2 blocs du milieu, puis le basculement des 2 autres blocs vers le centre. La difficulté est double. D'une part, éviter toute interaction entre les charges explosives et d'autre part, briser au préalable le bloc de gauche pour qu'il puisse rentrer dans le vide créé au milieu. On n'est pas pessimiste. Il faut toujours une bonne dose d'optimisme pour ce type de projet. Mais dans notre métier, on doit savoir regarder les problèmes en face. Impossible de s'en remettre au hasard. Il faut, au contraire, tout passer en revue en amont, tout étudier, tout envisager pour, au final, pouvoir réaliser une bonne démolition.
Ulrika et Martin se rendent au dépôt de l'entreprise pour chercher des détonateurs et des charges destinées à un essai. Le stock occupe un ancien site de défense antimissile de l'armée est-allemande. Peu de gens connaissent son existence. Les deux collaborateurs ne traînent pas. La présence de nitrate dans l'air provoque des maux de tête. Et 4h30 de route les attendent encore pour retourner à Duisbourg. Là-bas, ils effectueront des explosions contrôlées sur des murs en béton du géant blanc, afin de vérifier que les charges n'interagissent pas. Les studios de Babelsberg à Potsdam. 3, 2, 1... Il s'est rien passé? Il y a un truc qui cloche dans le montage. Sans doute, car cette voiture aurait théoriquement dû être propulsée en l'air. Mais la mécanique n'a pas suivi. Paul Preussing a pourtant déjà signé les effets spéciaux de plusieurs superproductions hollywoodiennes, de Piège de cristal à Game of Thrones. Les artificiers de la société Nefzer sont parmi les plus réputés d'Europe. Nous ne saurons pas sur quelle production il travaille en ce moment, mais toujours est-il que cette voiture est censée exploser au point culminant du film. Et le client est attendu sur le plateau le lendemain. On va faire voler les portières. On a installé une sorte de vérin avec une pièce qui vient buter à l'intérieur. On va y mettre de la poudre noire qui va tout arracher en détonnant. Il y aura aussi une charge sous le véhicule, une charge vraiment puissante. Pas pour détruire quoi que ce soit, mais pour créer une onde de choc. Avec un joli nuage de poussière, le spectateur va en prendre plein la vue. C'est dans le coffre que se cache le système pneumatique qui doit catapulter le véhicule en hauteur. La scène nécessite au total 17 effets distincts. Pendant que ses collègues équipent la voiture, Paul manipule des explosifs brisants dans son camion atelier. Maintenant, on va préparer le cordeau détonnant qui sera fixé sous le châssis de la voiture. Je le dispose en forme de spirale, comme ça, pour répartir la force sur toute la surface. La substance qu'utilise Paul est la même que celle qui servira pour l'immeuble de Duisbourg. Mais ici, le cordeau est plus fin, car la voiture doit rester intacte. Voilà. La charge qui va créer l'onde de choc sous le véhicule est prête. Pendant ce temps, ses collègues ont monté une sorte de trémie sur une bonbonne d'air comprimé. Tu voulais qu'on le tourne comme ça? Ce dispositif est conçu pour créer une grosse boule de feu à l'intérieur. La trémie est remplie avec du pollen. Toute poussière peut en effet exploser si elle forme un nuage suffisamment fin et s'embrase. Paul est un peu pressé, car il travaille simultanément sur une autre production. Ce bambou est truffé de petites charges qui exploseront pour simuler des impacts de balles. C'est vraiment des microcharges. Je vous en montre une. On appelle ça un cylindre 6. Ça a l'air de rien, et d'ailleurs, on n'a pas plus de 300 mg d'explosifs. Ce type de cylindre peut servir par exemple à représenter des gros impacts sur un mur en béton. Il existe différents calibres. Par exemple, ça c'est ce qu'on utilise en général pour les impacts corporels. C'est minuscule, mais la force suffit à faire exploser une petite poche de sang et à traverser le tissu des vêtements. Et en même temps, c'est suffisamment faible pour ne blesser personne. La charge explosive est posée sur une platine en plomb qui permet de protéger la peau du comédien. Le bambou, lui, ne survivra pas à l'explosion. Attention, test! Une fusillade dans une bambouseraie. 2, 1, go! On a obtenu exactement ce qu'on voulait. On voulait arracher un gros morceau de bambou et voir le matériau voler. Un matériau un peu mou. Et il fallait que la tige reste en place, avec la partie déchiquetée.
Les préparatifs se poursuivent autour de la voiture. Thomas Thiele, pyrotechnicien, est sur le point d'installer le carton avec le cordeau détonnant. Il ajoute 2 petites cages métalliques contenant chacune une cartouche de gaz. Elles serviront à simuler une série de coups de feu qui cacheront le vérin hydraulique destiné à soulever le véhicule. Paul pilotera ces différents effets depuis sa console de tir. Les portières sont installées, mais ne voleront en pièces que le lendemain quand le client sera là. Quand on manie des explosifs, on n'est jamais sûr de pouvoir s'y reprendre à plusieurs reprises. Attention, ça va péter! Compte à rebours! 3, 2, 1, go! Le nuage de poussière s'est bien formé, le pollen a bien explosé, les cartouches de gaz ont bien fonctionné. Mais la voiture n'a pas bougé. Juste un peu, pas assez en tout cas. Paul et Thomas se repassent le film sur un téléphone portable. En plein dans le mille. Si elle avait sauté, c'était tout bon. C'est sûr. Les 2 hommes doivent trouver la faille et vite. Leur client arrive bientôt. Près de Thouars, dans les Deux-Sèvres, se trouve l'une des plus grandes carrières de granit de France. Des tirs y sont effectués tous les 4 à 5 jours. Ils permettent d'extraire plusieurs millions de tonnes de roches, destinées notamment à la construction de routes et au ballast ferroviaire. La qualité du granit thouarçais lui vaut d'être recherché dans toute la France. 3 véhicules de chantier se relaient constamment pour acheminer la roche jusqu'à un gigantesque broyeur. Celui-ci est capable de concasser des rochers ayant jusqu'à 1,50 m de diamètre. Le matériau prêt à être transformé est ensuite transporté par un convoyeur à bande. Mais la quantité importante de rebut a poussé les ingénieurs du site à modifier leur façon de travailler. Quand on fait un tir de mine et qu'on produit des blocs trop gros comme celui-ci, on est obligé ensuite de les recasser avec un brise-roche hydraulique, un engin mécanique, et ça coûte beaucoup plus d'argent que l'utilisation de l'explosif directement. Thierry Bernard a mis au point une technique pour perfectionner les tirs de mine. Il commence par disposer des cibles tout autour du front de taille. Celles-ci serviront de point d'orientation à un drone qui cartographiera la zone. L'appareil suit une trajectoire prédéfinie et effectue des prises de vue sous différents angles. Au bout de quelques minutes, les images sont dans la boîte. Gilles, merci beaucoup. Mais de rien. Ces données permettent à Thierry Bernard de modéliser en 3D la zone à forer. Donc le logiciel sert principalement à faire la conception du tir, donc le plan de tir, c'est-à-dire positionner les trous et les charges. Pour ça, on utilise des données qui proviennent initialement d'un drone qui nous permet d'acquérir la géométrie du front de taille. Et à partir de cette géométrie, le logiciel va être capable de placer les trous de manière optimum, de manière à ce que la distribution d'énergie soit la plus uniforme possible. Le logiciel a calculé l'écart optimal entre les trous de mine et la quantité exacte d'explosifs à insérer dans chaque trou. Les données sont transmises au conducteur de la foreuse sur une simple clé USB. Au-delà de son emplacement exact, chaque forage est également caractérisé par son inclinaison. La machine enfonce ses forêts à 17 mètres à l'intérieur de la roche. Elle percera au total 49 trous avant le tir du lendemain matin. À Duisbourg, le géant blanc continue de préoccuper les ingénieurs. Ulrike Mathus a déjà référencé les différents détonateurs et charges destinés au tir d'essai. Mais il lui reste encore à traiter la question des murs de jonction.
Ce mur, c'est là qu'on a un risque d'interaction. C'est bien ça, Michael? Oui, surtout au moment de l'effondrement. Ça, c'est autre chose. Pour l'instant, c'est vraiment l'explosion qui m'intéresse. Donc ici, c'est réglé. Il reste à voir s'il y a des modifications avec le maître d'ouvrage. Et ensuite, où est-ce que tu comptes faire des tirs d'essai dans cette zone? Là, je mets du 30 et là, du 35. Ok, c'est parti. La difficulté est de faire s'effondrer les deux blocs centraux indépendamment des deux autres, qui doivent leur survivre d'au moins quelques secondes. Les murs de jonction constituent l'endroit critique. S'ils étaient endommagés au moment du foudroyage des blocs centraux, les blocs latéraux pourraient basculer de façon prématurée et même entrer en collision au moment de leur chute, ce qui entraînerait une dispersion incontrôlée des gravats. Un scénario catastrophe à éviter à tout prix. Les ingénieurs vont donc procéder à un essai dans le sous-sol du bâtiment. Pour ce faire, ils ont sélectionné des murs qui devaient de toute façon être abattus avant le tir afin d'alléger la structure et de faciliter la démolition. Sur l'un de ces murs, la technique dite des charges appliquées va être testée. L'explosif est collé à la paroi, puis recouvert d'une épaisse couche de sable. L'onde de choc suffit à détruire le béton. Mais l'entreprise recourt aussi à la technique traditionnelle, qui consiste à encastrer les charges dans des trous percés au niveau du joint de dilatation. C'est un procédé long et laborieux car le forêt rencontre régulièrement les armatures métalliques du béton. Il est important d'observer comment réagit le joint quand on cherche à faire exploser un mur sans abîmer le mur voisin. Une ligne d'allumage pour deux essais différents, l'un avec des charges appliquées et l'autre plus classique avec des charges encastrées. Madame Matos, à vous l'honneur. On peut y aller? Allons-y. Alors, deuxième sirène de tir. Attention, poste de sécurité, sirène 2. À tous les postes de sécurité, compte à rebours. 3, 2, 1, mise à feu. Tir effectué, rien à signaler. L'équipe doit attendre que le nuage de fumée se dissipe. Ce sera ensuite l'heure de vérité. Autre verdict attendu au studio de Babelsberg, où Paul et Thomas travaillent encore à leur voiture. Le client, une société de production française, est déjà arrivé. Aujourd'hui, il faut absolument que tous les effets qu'on a imaginés se déroulent exactement selon le timing prévu. On veut que le client soit convaincu que c'est exactement ce qu'il verrait le jour du tournage. Après, ce sera à lui de décider. La bonne nouvelle, c'est que l'origine du problème d'air comprimé a enfin été localisée. Un collègue avait eu besoin de débrancher quelque chose et ne l'avait pas rebranché ensuite. Voilà les charges pour les portières. Paul doit encore bricoler 6 petits paquets de poudre noire qu'il installera à bord de la voiture. Ça, je le glisse dans la poudre. C'est le détonateur. Puis je referme. Et là, en principe, j'ai une charge prête à l'emploi. Ça représente déjà une force importante. Mais il m'en faut encore plus. L'acier, ça pèse lourd. Je vais pouvoir les fixer. Cette charge est destinée à faire sauter le haillon du véhicule. Par précaution, Paul et Thomas l'ont sécurisé à l'aide d'un câble en acier afin qu'il ne s'envole pas trop loin. Car la poudre noire, une fois comprimée, se consume à une vitesse modeste, mais libère une énergie considérable. Tout est enfin prêt. Ça tourne? 3, 2, 1, go!
Les effets pyrotechniques ont bien plu aux clients. C'est le principal. Ça a duré 4 secondes en tout, mais on a énormément bossé pour un super résultat. Cette scène sera le grand final du film. Retour dans la région de Thouars, où les préparatifs du tir de mine entrent dans une phase décisive. Un convoi spécial acheminant 10 tonnes d'explosifs vient de faire son entrée sur le site. Le transport est sécurisé grâce au confinement des 2 composants de la substance explosive. Ce n'est qu'une fois que ces 2 liquides seront réunis qu'ils formeront un mélange détonnant. Pour l'instant, ils occupent encore 2 cuves bien distinctes. Les travaux d'implantation ont été assurés par Thierry Bernard à l'aide de son logiciel. Maintenant, Gilles Brémaud, le responsable du minage, prend les commandes. Oui, c'est quand même une sorte de joie, oui aussi, mais c'est une toute petite partie de la chose, quoi. Parce qu'appuyer sur le bouton, c'est la finalité, mais ça dure qu'une seconde et il y a une semaine de boulot avant, quoi. Donc c'est pas que ça qui motive, quoi. Il y a vraiment toute la chaîne à faire, quoi, en fait. Donc, les ouvriers commencent par préparer les trous. Les grosses cartouches blanches qu'ils manipulent contiennent du nitroglycol, un explosif couramment utilisé dans l'industrie minière. Une seule de ces charges suffirait à pulvériser un épais mur en béton. Mais ici, elles ne servent que d'amorce pour faire détonner l'émulsion explosive qui est à présent versée dans les trous. Le logiciel et le drone de Thierry Bernard vont-ils faire la preuve de leur efficacité, par comparaison avec la méthode empirique de l'ingénieur local? L'émulsion dans ce poids lourd va de pair avec une vitesse de détonation relativement lente. Ce qui intéresse les ingénieurs, c'est la pression très forte qu'elle génère au cœur de la roche, ce qui crée un maximum de fissures et fragmente le granit en morceaux de petite taille. Gilles Brémaud donne l'ordre d'évacuer la zone. C'est lui qui fera détonner les amorces en actionnant l'allumage par signal radio depuis le niveau supérieur de la mine. « 40 000 tonnes de granit viennent de se détacher du front de taille. De quoi occuper les excavatrices pendant 4 jours. » Thierry Bernard observe le résultat de sa méthode avec le responsable du minage. Oui, quand on regarde le résultat d'un tir comme ça, tout d'abord, bon, on s'attend à ça. Le mouvement est bien contrôlé. Ça ne va pas plus de 2 fois plus loin que la hauteur du front. On voit que les cailloux arrivent où on est ici, ce qui était prévu. La découpe arrière est belle. La fragmentation est assez homogène. Et globalement, c'est un très beau tir. La méthode scientifique l'a emporté sur celle des ingénieurs locaux, malgré leurs années d'expérience. La mine fera désormais appel à ce type de calcul pour chacun de ses tirs. À Duisbourg, la poussière a eu le temps de retomber. C'est le calme après la tempête, comme dit Martin Hopfer. Les ingénieurs vont pouvoir observer l'effet des 2 méthodes sur les murs. D'abord, les charges appliquées. C'est le contraire de ce qu'il fallait. La charge enterrée sous le sable aurait dû percer un trou béant dans le mur. Au lieu de cela, on ne voit que quelques fissures. Dans le bloc mitoyen, le mur était censé rester intact. Les ingénieurs vont s'en assurer.
Bon, c'est exactement ce qu'on redoutait. Le mur qu'il aurait fallu détruire pour permettre à l'immeuble de s'effondrer est resté debout, tandis que celui qu'il fallait préserver a été endommagé par endroits. Ça remet en question tout le processus d'effondrement. Peut-être pas l'effondrement lui-même, mais en tout cas son orientation. C'est bien possible. L'équipe examine à présent l'endroit où les murs avaient été forés. La charge encastrée a détruit le mur dans lequel elle se trouvait et sans entamer le mur mitoyen. C'est une très bonne surprise. On n'aurait pas cru que le mur derrière le joint de dilatation resterait intact. Il n'y a pas la moindre fissure, ni de ce côté, ni de l'autre. Rien du tout. On a ici un magnifique trou, pile à l'endroit où on avait foré. Le problème que nous posaient les murs de jonction est résolu. On sait maintenant de quelle façon adapter notre technologie et comment faire pour éviter les complications. Mais cela signifie percer encore plus de trous, tout au moins dans la zone du joint de dilatation. Or, il ne reste plus beaucoup de temps avant le jour J. À environ 300 km plus au sud, un homme est en route dans la campagne bavaroise. Lui travaille sur des explosifs pour améliorer la vie humaine. Thomas Clear est concepteur de systèmes de sécurité pour l'automobile. Un collègue à moi, un bon ami, s'est tué à bord de sa voiture de collection. Il roulait sur une route comme celle-là, la chaussée était humide et il a fini contre un arbre. C'est ce qui peut arriver de pire. D'autant que les modèles anciens n'ont pas d'airbag, et encore moins d'airbags latéraux. Je me suis dit qu'il fallait inventer un système pour protéger le conducteur en cas d'impact sur le côté. Thomas Clear se rend dans la filiale munichoise de son entreprise qui possède un banc d'essai spécialement conçu pour tester les airbags. Stop. Les ingénieurs utilisent des caméras à grande vitesse pour observer le déploiement des airbags. Leur gonflage doit s'effectuer complètement en 5 centièmes de seconde. L'ordinateur de bord des véhicules récents pilote un véritable ensemble de coussins gonflables. Le système doit détecter la collision, l'identifier correctement, puis déclencher le gonflage des bons airbags. Un seul côté droit, un seul côté conducteur, les airbags latéraux ou encore l'airbag anti-glissement. Il y en a toute une panoplie. Mais si cet accessoire sauve des vies, il peut aussi constituer un danger de mort. Imaginez que le passager pose ses jambes à l'avant, ou juste qu'il ait posé une canette ou un téléphone portable. N'importe quel objet situé au-dessus de l'airbag va subir une accélération monstrueuse. C'est la fracture assurée ou des blessures extrêmement graves. Alors, poser ses pieds sur le tableau de bord, c'est peut-être très confortable, mais c'est extrêmement risqué. À Ettenshausen, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Munich, un autre ingénieur travaille à la sécurité des automobilistes. 3, 2, 1... Peter Lell teste un détonateur d'airbag qui ne sera pas destiné à être déployé en coussin gonflable, mais servira d'application pour l'une de ses dernières inventions. Il s'agit d'éviter l'embrasement des batteries sur les véhicules électriques. Cet interrupteur à haute tension pourrait notamment servir à couper une batterie au lithium en cas d'accident et à l'isoler du reste du circuit. Les feux de batterie sur les véhicules électriques sont la hantise des pompiers. Une batterie peut en effet stocker plus d'énergie que 2000 grenades réunies. En cas de court-circuit du système électronique, elle s'échauffe et peut s'embraser. C'est ce que cherche à éviter l'invention de Peter Lell. Voici la version conçue pour l'industrie automobile. Un capteur détecte toute surtension provenant de la batterie et fait détonner une petite charge explosive. Celle-ci coupe la liaison électrique plus rapidement que n'importe quel interrupteur traditionnel.
Les interrupteurs de type relais ou contacteur, par exemple, ont un temps d'action généralement compris entre 5 et 30 millièmes de seconde. Il peut se passer beaucoup de choses dans cet intervalle. Avec ce fusible, il est possible de couper la transmission en 20 microsecondes après l'allumage. Le système est donc environ 1000 fois plus rapide qu'un modèle traditionnel. Ces interrupteurs d'urgence équipent aujourd'hui des trains, des avions électriques et même des plateformes reliées au parc éolien en mer. Peter Lell travaille également sur une autre de ses inventions datant d'il y a plusieurs années. Un pistolet à vaccin capable d'injecter un sérum protecteur sans aiguille. C'était avant le coronavirus, à une époque où la vaccination ne passionnait pas les foules. Ici aussi, une caméra à grande vitesse permet d'observer la diffusion des particules dans un gel. Le vaccin est injecté sous la peau, plus précisément dans les couches supérieures de l'épiderme. Pas plus de 0,2 mm, mais ça suffit pour que l'organisme soit exposé et déclenche la réponse immunitaire. Peter Lell est encore à la recherche d'investisseurs. La University of Science and Technology dans l'État américain du Missouri. Katherine Johnson est en train de relier un détonateur à une charge qu'elle veut faire exploser dans une cuve en acier. La cartouche noire reliée à un câble se compose de TNT et de RDX. Katherine Johnson et son équipe travaillent sur des substances innovantes qu'ils cherchent à synthétiser à l'aide d'explosifs. Impossible de filmer l'intérieur de la cuve. Au moment de l'explosion, la pression atteint plusieurs centaines de milliers de bars et la température plusieurs milliers de degrés Celsius. C'est dans ces conditions extrêmes que se créent de nouvelles liaisons chimiques. Parfait, on a atteint un pic. Le relevé témoigne de la réaction chimique obtenue. Je me souviens parfaitement de ma première expérience dans un caisson de confinement. On commence par purger l'air en remplaçant tout l'oxygène par de l'argon. Mais faire ça, c'est augmenter énormément la quantité de suie résiduelle. Je ne m'en rendais pas du tout compte. Et quand j'ai ouvert le caisson, je me suis dit « Oh là là, là c'est sûr il s'est passé quelque chose ». L'explosion a fait apparaître une fine poudre noire d'apparence banale faisant penser à de la suie. Les chercheurs vont l'observer au microscope à balayage électronique. Les particules sont minuscules, environ 14 000 fois plus minces qu'un cheveu humain. On a du TNT autour des particules de RDX. L'échantillon révèle des traces de nanodiamants, mais aussi d'une autre substance très précieuse pour l'industrie, un nano-supercristal. On ne s'en rend pas compte, mais les nanomatériaux sont présents dans une grande quantité d'objets. Le carbure de silicium en particulier est résistant à la chaleur et très abrasif. Ce matériau céramique peut servir au revêtement des outils de coupe, mais aussi des disques de frein. Il pourrait considérablement accroître leur longévité et leur efficacité. En électronique, il entre dans la composition de transistors plus performants. Sa résistance à la chaleur pourrait permettre de diviser par 2 le temps de chargement de nos batteries. La NASA, enfin, se sert de ce cristal pour les miroirs de ses télescopes spatiaux. Le projet qui nous occupe plus particulièrement en ce moment consiste à créer ce carbure de silicium en ajoutant uniquement du silicium à la charge explosive et en le faisant réagir avec le carbone créé par la réaction. Tout ce qu'on apprend de nouveau dans le laboratoire, je le transmets à mes étudiants. Ça évolue tout le temps et le contenu de mes cours est mis à jour au fur et à mesure de nos découvertes. C'est ça la recherche. Dans cette université, la science des explosifs est un sujet d'étude à part entière. Il va y avoir une boule de feu. Katherine Johnson commence son séminaire par une démonstration de poudre noire. Les gros pétards seront pour plus tard. À Duisbourg, le géant blanc n'a plus que quelques heures à vivre. Les pelleteuses mettent en place des merlons tout autour du site pour contenir la dispersion des gravats.
Les sous-sols ont été dégraissés afin que l'explosif puisse littéralement saper les fondements de l'immeuble. Martin Hopfe passe une dernière fois le dispositif en revue et arpente le chantier sans relâche. Au sous-sol, 2 de ses employés achèvent d'encastrer les charges dans les trous. Il s'agit ici encore d'un de ces murs de jonction situés entre 2 blocs. Attends. Une cartouche semble coincée. Allez chercher une tige en métal pour la faire rentrer, c'est le seul moyen. Venez, on va voir les autres. Plusieurs centaines de détonateurs électroniques sont déployés à travers le sous-sol. Le plus important, c'est ce code alphanumérique attribué à chaque détonateur. Quand on programme la mise à feu dans le système, on définit pour chacun de ces identifiants un certain délai, qui peut aller jusqu'à 30 secondes. C'est énorme en pyrotechnie. C'est ce qui rend cette opération unique. C'est à la fois très excitant ou stressant. Je ne saurais pas trop vous dire. On verra bien. Les détonateurs électroniques sont plus précis, mais aussi beaucoup plus chers que les modèles traditionnels. Dans son conteneur de chantier, Ulrike Mattes s'efforce de garder une vue d'ensemble. Ce que vous voyez au mur, c'est mon planning de la nuit d'avant-hier. Je suis restée sur place tous les soirs jusqu'à minuit. Ulrike gère une liste d'environ 1000 positions qu'elle vérifie l'une après l'autre. Martin Hopfe aimerait inspecter le 6e étage avec elle. Vous pouvez monter, s'il vous plaît? J'arrive tout de suite. Je reprendrai ma liste plus tard. Au 6e étage se trouvent principalement des charges appliquées. Cette technique convient bien aux murs traditionnels. Toutes sont soigneusement confinées sous un tas de sable. La veille du tir, on fait le tour du dispositif de mise à feu. On vérifie concrètement que chaque détonateur est bien raccordé à la ligne de tir. Quand le site sera entièrement évacué, je ferai une dernière ronde avec mon collègue. On inspectera une dernière fois chaque étage avec le plan en main. Là, ça va encore. C'est demain matin que le stress va monter. On sera tous sous tension. Dans moins de 24 heures, le grand bâtiment devrait avoir disparu du paysage. Thomas Clear, l'expert en sécurité automobile, a quitté le laboratoire d'essai d'Airbag pour se rendre sur un site voisin. Ses collègues travaillent ici sur la protection des piétons en cas d'impact avec l'avant d'un véhicule. Ici aussi, les explosifs peuvent sauver des vies. Le bloc avant d'une voiture individuelle contient un grand nombre de pièces très massives. En cas de collision avec un piéton, le risque de blessure à la tête est très élevé. C'est pourquoi les constructeurs automobiles ont mis au point ce qu'ils appellent le capot actif. En cas de collision, de petites charges explosives provoquent la surélévation du capot. Et voilà. Parfait. Une surélévation de quelques centimètres seulement et qui n'aura duré qu'1 centième de seconde, mais qui change tout. En relevant le capot, on permet au piéton de tomber sur le côté. Comme ça, il est protégé des éléments les plus durs du bloc avant. Le capteur situé au niveau du pare-choc est capable de distinguer la nature de l'objet touché, une jambe ou un ballon par exemple, et décide ainsi de déclencher ou non la charge explosive. Le tout va si vite que le capot se relève avant même que la tête du piéton ait pu heurter la tôle. Les explosifs sont de plus en plus utilisés dans les systèmes de sécurité. Certains constructeurs équipent même leur modèle d'un airbag central avant pour éviter tout choc entre la tête du conducteur et celle de son passager. Les explosifs sont particulièrement précieux dans l'automobile, car ils permettent de déclencher un processus en un laps de temps extrêmement court. Je dois détecter une situation, évaluer les données et enfin commander le gonflage d'un coussin de sécurité ou encore le relevage du capot. Il me faut donc un maximum de vitesse, de force et de pression. Et tout ça, seuls les explosifs le permettent. Les ingénieurs ont même conçu des systèmes d'airbag extérieurs pour protéger les véhicules entre eux. Ce domaine de la sécurité a encore beaucoup d'avenir. Nous retrouvons Catherine Johnson et ses étudiants sur le terrain d'essai de l'université. Le séminaire d'aujourd'hui est consacré au TNT et à la dynamite.
3, 2, 1. Les scientifiques rendent visibles des phénomènes invisibles à l'œil nu, comme la propagation de l'étincelle le long d'un cordeau détonnant. Vitesse réelle, 2000 mètres par seconde. Dans cette première démonstration, on a un peu de tout. Un cordeau détonnant, des détonateurs, électriques ou autres, de la dynamite et un mélange combustible éther-air. Avant de commencer les travaux pratiques, je vais passer parmi vous pour vérifier que tout le monde est prêt. Normalement, tout est bon, mais je préfère m'en assurer. Les étudiants apprennent à manier les explosifs en toute sécurité. 3, 2, 1... Ils observent aussi la mise à feu, la vitesse de détonation et les ondes de choc que l'on peut voir sur l'écran. Magnifique. Avant, ceux qui étudiaient les explosifs ne pouvaient pas voir la réaction se produire. Ils ne voyaient rien en fait, parce que la technologie et les explosifs n'ont pas avancé au même rythme. Mais aujourd'hui, grâce aux caméras à grande vitesse, on peut enfin visualiser la pression et la vélocité de la détonation. C'est vraiment beaucoup plus sympa d'étudier ça à notre époque, car on voit la réaction, l'onde de choc, les répercussions. Avant, c'était théorique. Maintenant, on l'observe de façon expérimentale. Les séminaires de Catherine Johnson sont parmi les plus courus à l'université. Ça m'amuse toujours d'assister à ce spectacle et de voir s'éclairer le visage des gens. C'est formidable de pouvoir créer cette magie pour les autres. Et pour ce qui est de la recherche, de la science fondamentale, c'est un vrai défi d'arriver à représenter une réaction aussi rapide, à des températures et des pressions pratiquement impossibles à mesurer de près. À Duisbourg, l'heure de vérité a sonné. Martin Hopfer répartit les membres de l'équipe de sécurité. Dans ce type d'opération, on n'est jamais à l'abri d'une projection. Le risque zéro n'existe pas. L'autre danger, c'est les vibrations naturelles causées par l'explosion elle-même, mais aussi par l'effondrement de l'immeuble. Je vous rappelle que ce sont plus de 40 000 tonnes de béton qui vont s'écrouler. Ça va secouer au niveau du sol, vous allez vous en rendre compte. Et ces vibrations peuvent entraîner des chutes d'objets. Alors merci de penser à votre sécurité. Le temps presse, la ligne de tir n'est pas encore posée. On s'en occupe tout de suite, avant d'aller chercher Sven. Michel, prends ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu pars avec Mathias. D'accord. Les deux jeunes ingénieurs sont envoyés d'urgence au 20e étage d'un immeuble voisin pour y installer la console de tir. L'endroit a été choisi la veille pour la vue dégagée qu'il offre sur le site. On a votre feu vert pour envoyer la ligne? Oui. Ulrike aurait volontiers bravé son vertige pour observer l'explosion de haut. Mais Martin Hopfer a préféré qu'ils restent tous les deux dans la rue. Il craint de ne pas pouvoir redescendre assez vite en cas de problème. Arrosage? Arrosage. Arrosage! Ces jets d'eau servent à rabattre les poussières. Mise à feu! Mise à feu enclenchée. Ok. 2 tirs de pétard effraient les pigeons afin qu'ils ne se fassent pas engloutir dans l'explosion. Monsieur Hopfer, La dernière barre d'immeuble de la carrière de Martin Hopfer a vécu. Allez, allons voir comment ça s'est passé. Il est encore trop tôt pour écarter l'éventualité d'un dommage.
Au début, je comptais encore les secondes dans ma tête pour suivre la séquence. Mais après, quand tout s'est mis à bouger, oh là là, la chute parfaite, du grand art, vraiment génial. Les ingénieurs ont eu quelques secondes de frayeur quand le bloc de gauche est resté debout, comme s'il hésitait. Mais les derniers explosifs l'ont finalement fait plier. La pression est retombée maintenant. On est juste heureux que tout se soit déroulé comme on l'a imaginé pendant des semaines, des mois même. C'est le couronnement de tout ce travail. Bravo. Félicitations. Il n'y a rien de cassé, juste un immeuble. Johannes. Ça, c'était quelque chose. On va jeter un œil? Le géant blanc s'est effondré comme prévu, sans aucun dommage. Pour Ulrike Mattes et sa jeune équipe d'ingénieurs, c'est un coup de maître. Martin Hopfe sait maintenant qu'il peut leur passer le relais en toute confiance. Au lieu des gravats, c'est bientôt un espace vert qui occupera la place.